mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mystère. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Mystères Mystérieux, le podcast où on vous parle des secrets inexpliqués et où on aime bien rigoler. Aujourd'hui encore, vous êtes en compagnie de Sandra. Bonjour tout le monde. Juliette. Salut. Et moi-même, Loli. Et on va vous parler de 3 nouvelles chroniques aujourd'hui. J'ai pas eu les mots-clés ce mois-ci. On ne s'est pas donné les mots-clés, donc il y a des chances qu'on se soit marché dessus. J'espère pas. J'espère pas non plus. Sandra, quel est ton mot-clé aujourd'hui ? Mythe. Je suis désolée, je pense au mythe alimentaire à chaque fois. Juliette, quel est ton mot-clé ? Tunguska. Pardon ? En quelles circonstances ? Tunguska, voilà, c'est bien ça. Je n'ai pas éternué, c'est bon. Ok. Et moi, mon mot-clé ce mois-ci, je dirais féerique. Oh. Les paillettes. Ah non, pas Le retour. Le retour de la conspiration de la paillette, là. Juliette, est-ce que tu serais chaude pour commencer ? Allez, c'est parti. Juliette, on t'écoute sur ton Tunguska. Alors, moi, je vais vous parler de l'événement de Tunguska, qui est en fait la plus grosse explosion connue sous l'ère humaine jusqu'à présent D'accord. sur Terre. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout ? Jamais. Qu'est-ce que... Non, pas du tout. Loli est intriguée. C'est... On ne Ben, sait pas. Je t'avoue que quand je suis tombée dessus, moi aussi, ça m'a intriguée et j'ai trouvé ça incroyable qu'on n'en ait pas entendu plus parler. Donc le 30 juin 1908, à 7h17, dans la petite ville de Vanavara, qui est située dans l'actuelle Russie, les villageois auraient aperçu une boule de feu dans le ciel, puis entendu une explosion provenant de la forêt, à près de 60 km du village. Pourquoi c'est toujours en Russie ce genre d'histoire ? C'est vrai. Et donc, en fait, cet événement est enregistré sous forme de séisme de magnitude 4,5 par l'observatoire sismique d'Irkoutsk à 1000 km de là. Donc, l'énergie déployée par cette explosion est équivalente à 1000 fois celle engendrée par les bombes d'Hiroshima et Nagasaki en 1945. C'est énorme. À côté, tous les autres événements climatiques, le Vésuve, Katrina, franchement, voilà. Ça fait pas le figure, quoi, à côté. Mais c'est une boule de feu qui est tombée sur Terre ? Eh bien, justement, on ne sait pas trop. Ah, Mystère. Donc, l'explosion se situe au cœur de la forêt sibérienne. Aucun village n'est détruit. On ne recense que 3 morts, et puis des nombreux blessés et des morts animales. Bon, je dis que 3 morts, puisque c'est quand même pour l'explosion que c'est. Ça fait peu de dégâts. Mais finalement, les morts et les blessés, c'est dû à quoi ? À l'impact ? Au souffle. Au souffle, d'accord. Donc la forêt est détruite sur un rayon de 20 km et 60 millions d'arbres sont abattus. L'onde de choc est enregistrée jusqu'en Europe occidentale et aux États-Unis. oh. Un vortex de poussière et de cendres se forme et est entraîné jusqu'en Espagne par la circulation atmosphérique, créant des halos dans la haute atmosphère qui s'étendent sur tout le continent. On peut observer des couchers de soleil très colorés et une luminosité exceptionnelle en pleine nuit pendant plusieurs jours en Europe. Rappelle-moi l'année. C'est en 1907. D'accord. Et le nuage s'est pas arrêté à la frontière. Tiens. Pardon, en 1908, exactement. D'accord. Ok. Donc c'est à peu près le même phénomène qui est créé lors d'une éruption volcanique en fait. À l'époque, comme les villageois ont aperçu une énorme boule de feu, on peut tenter de se dire c'est certainement une météorite ou un astéroïde qui s'est craché sur Terre. Sauf que, donc à cette époque, l'éloignement de la région et des troubles politiques ne permettent pas une expédition scientifique tout de suite. Donc les scientifiques partent en exploration pour la première fois en 1927. Donc c'est quasiment 10 ans plus tard Ah ouais, d'accord. qu'une équipe russe se décide à aller voir ce qui se passe. Et en fait, quand ils arrivent sur place, ils sont vachement étonnés parce qu'il n'y a aucun impact.
Il n'y a pas de cratère, il n'y a pas de débris. C'est comme s'il y avait une énorme onde de choc qui avait soufflé tous les arbres aux Mais ils y alentours. sont allés 20 ans plus tard. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Après, c'est vraiment dans une zone très reculée de la Russie. Voilà, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas grand-chose, donc ils n'avaient pas non plus intérêt à aller voir, finalement. Oui, je vois. Mais est-ce qu'en 10 ans, la nature n'a pas eu le temps d'affaisser, en fait, le cratère? Ou c'est court? Un petit peu court. Tu sous-estimes le pouvoir de la nature. Sandra, grand-mère feuillage. Alors, quand même, là, c'est 1000 fois Hiroshima, que la nature, tu vois, elle se remette à niveau en 10 ans, c'est quand même ouf. Ouais, c'est Oui, vrai. effectivement. Mais bon, pourquoi pas? Un miracle, on ne sait pas. Donc, première expédition, voilà, un énorme mystère, ils comprennent pas trop ce qui s'est passé. Donc, après la guerre froide, de nouvelles expéditions sont organisées. On découvre alors une multitude de petites sphères de métal et de silicate dispersées dans le sol de la région, ce qui permet alors d'émettre plusieurs hypothèses. Donc là, on reste sur l'hypothèse de la météorite ou vraiment un corps étranger qui se serait abattu sur le sol. Une étude américaine en 93 avança qu'il s'agissait d'un petit noyau cométaire, essentiellement composé de gaz gelé, s'étant vaporisé et ayant explosé entre 6 et 9 km d'altitude, le reste de la matière étant dispersé en une pluie de sphérules. Les sphérules, c'est des petites sphères. Les sphérules en fer, du coup. Oui, de métal et de silicate. D'accord. Puisqu'en fait, ils retrouvent peu de traces aussi de matière. C'est pour ça qu'ils partent sur l'idée que ce serait constitué de glace, qui se serait évaporé. Mais du coup, il y a toujours le mystère de pourquoi pas de traces d'impact. Puisqu'on a déjà vu des météorites se cracher sur Terre et on a toujours des impacts. Oui, et puis, oui, ça paraît logique. Ouais. Même des petites, des grandes, la taille ne change rien, il y a toujours une trace d'impact sur le sol. Et là, on comprend pas pourquoi il n'y a aucune trace. Peut-être qu'il neigeait, ça a amorti. Peut-être. Donc, en février 2020, des astronomes de l'Université fédérale de Sibérie formulent une nouvelle théorie. En Donc, 2020. l'événement serait... Oui, c'est assez récent. Il y a toujours des recherches par rapport à cet événement, on comprend pas bien ce qui s'est passé. Donc, en février 2020, eux, ils formulent une nouvelle hypothèse. Donc, l'événement serait bien dû à une météorite. Cependant, celle-ci n'aurait pas percuté le sol, ni explosé en vol, mais aurait rebondi dans l'atmosphère. Oh! Pardon, comme une grosse balle de basket. Voilà. Okay. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, donc ce corps, en fait, aurait survolé la Terre à une altitude de 11 km, puis serait reparti en direction du Soleil. Et donc, cette hypothèse a l'avantage d'expliquer l'absence de cratères, d'impact et de débris. Mais en fait, juste l'impact, le rebondissement, en fait, du météore aurait soufflé les arbres. En fait, elle n'a pas rebondi sur la terre ferme, elle a rebondi sur l'atmosphère. Elle a rebondi sur l'atmosphère, c'est ça. C'est ouf. Je savais pas. Incroyable. Oui. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Je savais pas que c'était possible, effectivement. Alors, théoriquement, c'est possible, mais ça n'a pas été observé et ça reste toujours une hypothèse, en fait. Il n'y a pas d'affirmation pour l'instant. Il y a plein de scientifiques qui se battent un peu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à cette époque. Autre théorie, là avancée par un géologue italien nommé Luca Gasperini, a lui entrepris des recherches sur les sédiments du lac Checco. Donc c'est un lac qui se situe juste à côté de l'impact. Et en fait, son équipe a découvert des amas dans le fond du lac qui proviendraient de fragments de météorites. Qui proviendraient. Parce que c'est des métaux éventuellement. Mais un géologue français nommé Pierre Thomas, qui lui est un peu sceptique par rapport à cette hypothèse, car il dit qu'au fond d'un lac, il y a toujours une couche de sédiments, d'accord, qui est plus ou moins approchante de ce que le géologue italien a trouvé. Et du coup, c'est pas une preuve formelle que ça proviendrait de la météorite. Voilà. Et qu'il faudrait en fait faire un carottage pour prélever des échantillons du sous-sol marin, en fait, d'aller creuser plus en profondeur pour être sûr.
Ce que je trouve étonnant, c'est que ils n'ont pas fait ça dès le début. Genre, dès le début, ils n'ont pas ratiboisé sur 50 km tout autour pour trouver des preuves. Tu dis la première fois, ils n'ont rien trouvé. La deuxième fois, ils ont trouvé des sphérules de fer et de En fait, il faut se dire qu'en 1927, il n'y avait pas le même matos scientifique c'est vrai. que, tu vois, à la fin du XXe siècle. Oui, tu parles d'une dizaine d'hommes qui sont partis en expédition dans la forêt, pour couvrir une large surface en plus, j'imagine. C'est ça. Et donc, en fait, tu vois, les prélèvements, déjà, les premiers prélèvements autour, sur les arbres, etc., ça date déjà d'après la guerre froide. Donc, on est dans les années 60. Enfin, fin de la guerre froide. Et après, tout ce qui concerne, par exemple, là, les prélèvements au fond du lac, ça date de 99. Et début des années 2000. On n'était pas capable d'aller prélever aussi profondément auparavant. Ok. Donc la théorie des sédiments au fond du lac, c'était avant que quelqu'un émette en 2020 que ça y rebondit sur l'atmosphère. Voilà, ça c'était une hypothèse avant. Donc le problème, c'est que comme c'était une région très très reculée, ils n'arrivent pas à avoir de témoignages non plus pour savoir si est-ce que ce lac existait avant l'impact ou non. Parce que là, c'est vraiment l'hypothèse, ce serait que le lac a été formé par l'impact. D'accord. Mais bon, ce qui est bizarre, c'est que le lac est quand même loin aussi de l'impact réel, en fait, par les arbres couchés. Je trouve ça vraiment dingue que ce soit une histoire dont on n'ait jamais entendu parler. Enfin, moi qui suis très intéressée par les histoires mystérieuses et par la Russie. Oui, c'est vrai. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Ah ouais, vraiment, moi je suis tombée dessus hier et... Ah oui, on voit que ta chronique a été préparée vraiment à l'avance, Juliette. Un travail de fond. Ah là là, dis donc. J'y ai passé ma nuit. Voilà. Mauvais élève. Si je reprends les hypothèses, bon, les deux principales, c'est quand même la météorite qui a rebondi et la formation du lac. Deux hypothèses quand même sacrément fun. Et après, il y a d'autres hypothèses un peu plus tirées par les cheveux. Il y a un scientifique qui avait émis l'hypothèse d'un micro-trou noir qui aurait pénétré la Terre à Tunguska et serait ressorti 12 minutes plus tard dans l'Atlantique Nord. Mais pourquoi ? On entre dans des territoires moins certains, là. Pourquoi l'Atlantique Nord, ils ont eu des événements à ce moment-là Et je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Dans les détails, je ne sais pas, mais c'est pareil, c'est une hypothèse qui est soutenue par certains scientifiques et certains autres scientifiques disent que c'est impossible parce que pareil, il y aurait eu une trace en fait au niveau du sol, comme un impact d'explosion, donc ça ne marche pas. Ça aurait pu être une comète d'antimatière d'1 kilogramme qui se serait annihilée lors de son entrée dans l'atmosphère. Je comprends pas la moitié des mots de ce que tu dis. Une comète d'antimatière. Une comète de vide ? Ouais. D'accord. Donc en fait, vu qu'elle est vide, elle n'a pas fait de traces. C'est ça l'idée. Après, dans les détails, je pourrais pas t'expliquer, mais je le comprends comme ça. Très bien. Pareil, un peu cette idée, un objet céleste constitué de matière noire aurait explosé en altitude, sachant que la matière noire, on ne sait pas vraiment ce qui la constitue non plus. Donc c'est pareil, c'est des hypothèses un peu tirées par les cheveux. En fait, c'est plus de se dire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, donc on va utiliser des éléments astronomiques dont on ne connaît pas trop la nature, dont on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et on se dit, c'est forcément un phénomène un peu comme ça, inexpliqué. Après, c'est pas plus bête parce que peut-être que dans 100 ans, on aura d'autres outils d'analyse et de mesure et effectivement, on pourra valider ce genre de... Le problème, c'est que comme le temps aussi est un problème puisque la nature reprend ses droits et que le terrain, il se modifie en fait et du coup, là, ça fait quand même plus d'un siècle. Et donc, plus le temps avance et moins il y a de traces et de preuves pour comprendre ce qui a pu se passer. Il y a aussi l'hypothèse de la boule de foudre. Le châtiment divin. Ah, le châtiment divin, ça faisait longtemps. On en revient là, voilà. Ça aurait pu aussi être des millions de tonnes de méthane qui se seraient échappées de conduits volcaniques et qui se seraient embrasés. Il y avait un conduit volcanique par là ? Pas du tout. Ok. Ça pourrait être ça. Il n'y avait pas ça, mais ça pourrait l'être quand même.
Là, je note vraiment les hypothèses un peu tirées par les cheveux, hein, je vous le rappelle. Puisque après, l'hypothèse suivante, c'est évidemment l'OVNI. Ah, oui, d'accord. Oui. À propulsion nucléaire, qui se serait écrasé. À propulsion nucléaire, c'est bien Donc de là, vraiment penser... on en revient vraiment sur l'hypothèse que c'était une explosion apparentée à une explosion nucléaire. Parce que c'est vrai que sur les autres planètes, ils ont développé exactement les mêmes technologies que nous pour voyager à travers l'espace. Bien sûr. C'était peut-être leurs déchets nucléaires qui sont venus chez nous. Ils sont venus dumper leurs déchets nucléaires. Oui. Et la dernière, ça serait une expérience de Nikola Tesla qui aurait mal tourné. Ah oui. Mais bon, j'ai fait des recherches. La tour de Nikola Tesla, elle se trouvait à New York à l'époque. Donc pareil, je comprends pas pourquoi... Je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand je vous avais parlé des pluies de poissons, une des théories, c'était une arme Tesla qui tuait les oiseaux en plein vol. Ils aiment bien utiliser le mot Tesla pour justifier des trucs qui n'ont jamais été vraiment officialisés. C'est un peu l'ovni des scientifiques. C'est le fourre-tout de ce qu'on ne peut pas expliquer, ouais, tout à fait. J'aimerais avoir cet impact en fait sur les théories. Sur la Terre. Que mon travail soit aussi retentissant que mon nom apparaît dans toutes les théories possibles. Eh bien, merci beaucoup Juliette pour ce sujet encore sur la nature, sur l'inexpliqué de notre planète. Et quelque chose dont on n'a jamais entendu parler, ouais, c'est fou. Ça fait plaisir. Allez, qui d'autre nous parle de son sujet, les filles ? Tu veux te lancer, Loli ? Allez, je me lance, c'est parti. Alors, donc moi, aujourd'hui, ma chronique, elle sera un petit peu différente des autres fois. Elle sera en 2 temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mes recherches, je me suis basée sur des bouquins. J'aime les vieux bouquins, et du coup, ils sont un peu anciens. Et en fait, quand j'ai fait ma vérification d'informations, je me suis rendu compte que toute la chronique que j'avais écrite, basée sur mes bouquins, avait une suite. Tu voulais pas faire un épisode première partie aujourd'hui et deuxième partie la prochaine fois ? Le pire truc et la suite au prochain épisode. Tu m'as pris pour Netflix. Alors, nous sommes il y a plus de 100 ans, en 1917, dans le comté de Yorkshire, au Royaume-Uni, et plus précisément dans le petit village de Cottingley. Frances Griffiths est une jeune Anglaise de 10 ans et elle vient rendre visite à sa cousine Elsie, qui a 3 ans de plus qu'elle. Elle vit avec ses parents dans une maison près d'un vallon sauvage et bordé par un torrent. Ça a l'air vraiment mignon. Le cadre est magnifique, digne d'une carte postale, et les filles passent le plus clair de leur temps à jouer dehors. Ça va mal finir. Il y a un tueur en série qui va sortir de la forêt. Donc voilà, visualisez-vous le petit vallon, le torrent, la nature anglaise, verdoyante. Le Trop sang. Elle est vénère, Sandy, aujourd'hui. Je l'ai fait lever trop tôt aujourd'hui. Ouais. Souvent, les filles rentrent avec leurs vêtements trempés et lorsque leur mère les fâche, elles répondent que si leurs vêtements sont mouillés, c'est parce qu'elles vont dans le ruisseau pour aller voir des fées. Oh, c'est mignon. Tu vois qu'il n'y a pas de tueur en série. Mais on ne sait pas trop ce qu'elles ont comme intention, les fées. Parce que d'après Frances et Elsie, en fait, le vallon et le ruisseau sont remplis de fées avec qui elles s'amusent tout au long de la journée. Je crois connaître l'histoire. Ah, c'est assez connu. Hein. Ça n'a pas inspiré un film ? C'est possible, je sais qu'il y a eu un bouquin dessus. Mais non, mais du coup, c'est un film qui racontait leur histoire que je me matais quand j'étais enfant. Mais tout le temps. Et en fait, du coup, j'étais persuadée que moi aussi, j'allais trouver des fées dans les rivières. Mais pourtant, dans le film, ils expliquaient tout. Oui, mais moi, je croyais les petites filles, en fait. Ah, ok. Donc, d'après les 2 jeunes filles, le vallon et le ruisseau sont remplis de fées avec qui elles s'amusent tout au long de la journée. Évidemment, les parents ne les croient pas. Alors Elsie, la plus grande des filles, demande à son père de lui prêter son appareil photo pour prouver qu'elle dise la vérité. Mr. Wright, qui est assez curieux, mais qui en a surtout peut-être un peu marre d'entendre 2 gamines qui lui hurlent qu'il y a des fées partout, lui prête l'appareil photo, il lui montre comment s'en servir. 1 heure plus tard, les filles reviennent, le papa développe la plaque, et là, bim. Effectivement, les filles disaient vrai, et on voit sur la photo Frances, le menton posé sur la main, rêveuse, en train de regarder une petite farandole de fées qui danse devant elle.
Assez étonné, Mr. Wright leur demande plus de preuves. Il leur prête de nouveau l'appareil et elles reviennent avec une seconde photo, avec cette fois-ci sa fille, Elsie, et une petite créature ailée. Les parents sont pas dupes. Ils partent fouiller le vallon et pour chercher justement des découpages en papier, des choses qui auraient pu servir à une mise en scène pour truquer les photos. Ils trouvent rien, ni dehors, ni dans la chambre des filles. Et les gamines continuent de dire « Il y a des fées partout, génial !» Bon. Les parents décident de ne pas les encourager et elles sont punies, elles n'ont plus le droit d'avoir l'appareil photo et ils laissent tomber l'histoire. 3 ans se passent. 1920, le père d'Elsie assiste à une conférence où l'intervenant commence à parler des faits. Mr. Wright intervient et il lui raconte l'histoire qui s'était déroulée 3 ans auparavant. Suite à ça, les photographies sont transmises à Edward Gardner, qui est à l'époque un membre influent de la Société théosophique londonienne. Est-ce que vous connaissez la Société théosophique ? Pas du tout. Juliette ? Non plus. Non plus. Alors, je Non, vous fais la définition wiki, parce que c'est... Enfin, moi, je trouve ça assez complexe à expliquer. La Société théosophique, c'est une association internationale qui prône la renaissance du principe théosophique remontant à l'Antiquité grecque, selon lequel toutes les religions et les philosophes possèdent un aspect d'une vérité plus universelle. Sa devise est « Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité » et son enseignement mélange le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme et de manière générale toutes les autres traditions religieuses. C'est une société qui a été fondée à New York en 1875 par Elena Petrovna Blavatsky, qui est une personne absolument fascinante, je vous invite à la googler. Et les quartiers généraux sont établis en Inde. Et elle est toujours en activité, cette société ? Oui, et dans beaucoup de pays du monde. Il y en a une en France, par exemple. D'accord. Donc c'est une société qui a influencé pas mal de personnalités, dont Gandhi, et qui a été l'objet de persécutions, de critiques tout au long de son histoire. Donc du coup, pourquoi montrer les photographies à ce mec, à Gardner ? C'est parce qu'en fait, à l'époque, la Société théosophique s'intéressait beaucoup aux photographies de fantômes. On appelle ça la photographie spirituelle et c'est devenu très populaire dans les années 1870. À l'époque, en fait, il y avait pas mal de montages avec une double exposition pour prouver l'existence des fantômes. Et c'était très répandu de voir ce genre de clichés, de phénomènes paranormaux, en fait. C'est une époque où c'était assez en vogue. Donc du coup, quand on lui montre les photographies, il n'est pas trop impressionné. Et il fait envoyer les négatifs à un expert pour vérifier l'authenticité des photos des filles avec les faits. Et là, l'expert est catégorique, il n'y avait pas de trucage sur les négatifs. Damn it! Donc des vraies photos de filles. La même année, Arthur Conan Doyle, donc le très célèbre écrivain de Sherlock Holmes, prépare un article sur les faits justement pour le Stern Magazine. Et il s'intéresse aussi aux photos des filles. Lui-même les fait examiner par des experts de chez Kodak, qui en concluent la même chose, il n'y a pas de traces de trucage. Alors, Gardner, impressionné, décide donc d'aller rencontrer Elsie et Frances à Cottingley. Elles ont maintenant 13 et 16 ans, et leur donne à chacune un appareil photo avec un jeu de plaques pour aller photographier de nouveau les faits. En fait, il avait marqué les plaques pour qu'elles ne trichent pas. Pendant les 2 semaines qui suivèrent, malgré la pluie et le mauvais temps, les filles prirent 3 autres photographies, et sur chacune, on y voyait de nouveau de toutes petites fées. Gardner envoya les plaques à la société qui les fabriquait, et encore une fois, aucune trace de trucage. Juliette, ça te rappelle le film de ton enfance, non ? Oui. Oh. Convaincu, Gardner explique que ces photos étaient vraies, car les Wright ne demandaient pas d'argent ni de publicité. Pour preuve, c'est que lorsque Conan Doyle a publié l'article, en fait, ils ont demandé à ce que leur vraie identité ne soit pas mentionnée. En plus, d'après lui, un trucage aussi pointu aurait demandé des compétences techniques et du temps que les 2 gamines n'étaient pas capables de fournir, quoi. S'appuyant sur la conclusion de Gardner, Conan Doyle écrit un second article, puis un livre qui s'appelle La venue des fées en 1922. Un autre membre de la Société théosophique de Londres s'intéressa à cette histoire, c'est Geoffrey Hodgson. C'est un philosophe voyant, quelqu'un qui a de multiples casquettes au sein de la Société théosophique. Et en fait, lui et Gardner concluent que les 2 filles étaient particulièrement sensibles aux faits et elles pouvaient les photographier parce qu'elles étaient médiums. Donc nous sommes en 1922 et les faits existent. Voilà. Après, les années 1920, c'était propice à ce genre de croyances aussi. Tout à fait. On sort de la guerre, on a envie de croire aux faits, je pense. Mm. Moi, j'adore.
J'ai envie de croire aux faits. On sort du Covid, j'ai envie d'y croire. Je veux que les faits existent. Allez. Cependant, certaines personnes ne sont pas d'accord et questionnent la véracité de toute cette histoire. D'abord, il faut noter que Hodgson, donc le philosophe voyant, il croyait déjà fermement aux faits avant de rencontrer les filles, et Gardner était chercheur dans le domaine du paranormal. Donc, peut-être les adultes ont un peu sont auto-suggéré la véracité de l'histoire. En plus, Sir Conan Doyle était un adepte du spiritisme. Il avait vécu quelques années auparavant la perte d'un de ses fils. Et il est à ce moment de sa carrière où les gens commencent à le prendre pour un clown parce qu'il gobe un peu tout ce qui passe en matière de fantômes, le pauvre. Je savais pas qu'il avait été adepte du spiritisme, Conan Ouais, Doyle. si. Il a écrit pas mal de trucs là-dessus. Il a eu une période un peu vrillée qui l'a un petit peu malmené. Disons que les gens se sont foutus de lui. Et enfin, il faut noter que Mr. Wright, donc le papa d'une des fillettes, était théosophe. Ah oui, d'accord. Ah. On était en terrain conquis, quoi. Voilà, donc beaucoup d'infos qui font que, ça les arrangeait peut-être d'y croire. Passé 1920, les filles arrêtent de prendre des photos, donc il y a eu 5 photos de fête. Et d'après Doyle et Gardner, c'est parce qu'en fait, elles avaient perdu, je cite, leur simplicité et innocence enfantine. D'ailleurs, d'après Doyle, je cite encore, la puberté est souvent fatale au pouvoir psychique. Donc voilà, elles ont grandi et elles n'ont plus C'est triste. cette vibe de médium pour voir les faits. Aujourd'hui, à Cottingley, on peut se promener sur un chemin qui s'appelle la Combe aux Fées, en hommage à cette affaire mystérieuse. Sauf que voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les livres sur lesquels j'ai basé mes recherches et rédigé ma chronique datent des années 60. Ah. Et lorsque j'ai voulu recroiser donc mes infos avec Internet, surprise, l'histoire ne s'arrête pas là, comme ce que je pensais. En 1966, donc après la parution de mes bouquins, Peter Chambers, journaliste au Daily Express, retrouve Elsie. Dans une interview, elle admet que les faits auraient pu être des produits de son imagination. Mais elle suggère aussi le fait qu'elle ait pu réussir à photographier ses pensées. Attends, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, elles ont imaginé les faits. Ouais. Elles ont vraiment existé parce qu'elles ont projeté cette image. Ouais, qu'elle aurait pris en photo ses pensées. C'est génial. On part loin, ouais, mais... Oh, j'adore. Juliette, elle signe direct. Les médias s'intéressent une fois de plus aux photos et dans les années qui ont suivi la publication des photos, des recherches menées notamment au Japon ont porté sur cette possibilité. Donc il y a des gens au Japon, ils se sont dit oui, elle a photographié ses pensées et ils ont fait des recherches dessus. En 1966. Avec un simple appareil photo des années 20. Elle est médium. Oui. Tu fais... En 1971, une émission de la BBC qui s'appelle Nationwide filme Elsie et Frances pendant 10 jours. Et Elsie s'en tient à son histoire. Je cite, « Je vous ai dit que ce sont des photographies issues de notre imagination, et c'est ce que je répète. » Frances déclare qu'Elsie était âgée de 16 ans et elle-même de 10 lors des faits, et qu'on ne garde pas si longtemps, donc tout au long d'un demi-siècle, le secret d'une supercherie. Donc les filles continuent à dire « On a photographié des faits, mais peut-être c'était pas des vrais faits, peut-être c'était les faits qu'on imaginait. » Oui, ça, je suis moyennement d'accord. Hein. Si tu veux pas être exposé, tu peux le garder longtemps, ton secret. 1976, les cousines sont interviewées par le Yorkshire Television et le journaliste demande à Elsie si c'était des faits en carton. Encore une fois, elle maintient, bien sûr que non. Souvenez-vous, j'avais 16 ans. Elle avait 16 ans, pardon, et j'en avais 10. Comment pourrions-nous garder un tel secret toute notre vie ? Tu fais du build-up, je sais pas où ça va, mais... C'est pas moi, c'est l'histoire. En 1978, donc là, les années avancent quand même, ça continue à alimenter des articles, des gens qui continuent à faire des recherches quand même. Donc en 1978, le scientifique sceptique James Randi, qui est un spécialiste de la démystification des phénomènes paranormaux, examine avec une équipe les photos et conclut que les faits sont fausses. Il se montre
particulièrement critique envers la théosophie, qu'il décrit comme une religion qui accepte l'existence des fées, elfes, gobelins et autres fadaises. Et comment il a déterminé qu'elles étaient fausses? Avec son équipe, ils ont examiné les photos. Ok. C'est une équipe, le Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Et du coup, ils savaient comment avait été fait le montage? Non, ils ont pas... C'est intéressant de dire c'est des photos fausses, mais tu vois, faudrait... Je sais pas. En 78, j'ai pas l'info. Ok. Mais c'est tu pas l'as après. fini. Tu l'as après, ok. Oui. J'imagine les mecs, this is bullshit. Un peu, le mec explique, la théosophie, c'est des fadaises. Enfin bon, déjà, le mec est vénère de base, quoi. Voilà. Oui, Effectivement. c'est plus pour dire c'est des débilos, c'est... D'ailleurs, donc, ce James Randi a rencontré personnellement Elsie, qu'il décrit comme une femme pleine de fougue, rapide et vive, mais toujours en train de nourrir en vain la vision d'une ouverture sur Broadway qui ferait un film de sa biographie. Donc là, il dit carrément, c'est une brodeuse de mensonges, elle veut se faire connaître, quoi. Fantasque. Entre 1982 et 1983, donc toujours plus loin dans l'histoire, Geoffrey Crowley, rédacteur en chef du British Journal of Photography, entreprend une enquête scientifique et conclut également que les photographies sont des faux. Lorsque cet article sort, en 1983, Elsie Wright, qui a alors 83 ans, s'adresse à Crowley dans une lettre de 9 pages dans laquelle elle explique que, effectivement, les photos étaient truquées. Ah non. Elle se serait servie d'images de fées issues de livres de contes qu'elles auraient découpées puis fixées au paysage avec des épingles à chapeau. Voilà, désolée Juliette. Non, mais je m'en doutais. De toute façon, tu vois, sur les photos, tu vois bien quand même que... Cependant, Ah. Hold on your dreams, girl. Elle dit que les photos auraient été truquées, sauf la 5e photo, qui d'après Frances est véritable, alors qu'Elsie dit le contraire. D'ailleurs, toutes les deux disent qu'elles ont pris cette photo. Donc impossible de savoir qui l'a pris. Il y en a une qui dit que c'est une vraie, il y en a une qui dit que c'est une fausse. Cette 5e photo, elle est intitulée The Fairy Bower par Conan Doyle, et aucune des filles n'apparaît dessus. On voit seulement des fées qui dansent dans l'herbe. Donc voilà, il y a toujours un peu le mystère autour de cette 5e photo. Il y en a toujours une qui s'accroche sur le fait que ce soit un vrai. Dans tous les cas, Elsie et Frances ont expliqué après coup avoir menti toutes ces années, car tout le monde voulait y croire, et surtout des personnes importantes comme l'auteur de Sherlock Holmes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, les adultes, la théosophie, en fait, ils sont un peu... Vu qu'il y a des adultes qui ont cru à leur histoire, ils se sont dit, on va pas les décevoir, on va continuer dans notre délire. Surtout qu'un des pères des 2 filles faisait partie de cette société, donc effectivement, elles étaient en terrain conquis, terrain fertile plutôt. Terrain fertile. C'est aussi important de préciser, comme on le disait tout à l'heure Sandra, c'est qu'on est au lendemain de la Première Guerre mondiale et les gens ont besoin de se distraire un petit peu. Donc voilà, encore aujourd'hui, cette fameuse photo continue de semer le doute. Certains spécialistes pensent toujours aujourd'hui que le trucage est impossible. Il y a des gens aujourd'hui qui respirent en même temps que toi et qui te disent non, c'est une vraie photographie. Et la fille de Frances, Christine Lynch, a révélé en 2009 qu'elle croit, tout comme sa mère, que les faits de la 5e photo sont authentiques. Le mystère reste entier, même si t'as toute une série de photos où elles ont admis que c'était des trucages, et il y en aurait une qui serait vraie dans toute la série. C'est vrai que la 5e photo pose le doute. Juliette, elle est en train de mater les photos. Elle est plus mystérieuse. Voilà, tu peux rester encore sur un doute sur la 5e photo. Oui, et puis comme ce que je vous disais, en fait, ma chronique, elle a été rédigée en 2 temps. J'ai eu pas mal d'infos contradictoires sur le net, notamment des choses que les filles auraient dites, des témoignages que tu retrouves sur une page obscure et que tu retrouves pas ailleurs, donc ce qui a été inventé ou pas. Mais parmi les témoignages des filles, il y en avait un, c'était du style... Oui, en fait, on voyait des faits, mais du coup, on ne savait pas comment le prouver que c'était vrai, donc on a mis des fausses faits. Mais vraiment, les faits existent. Regardez la 5e photo, là, on n'a pas mis des fausses faits. Je ne sais pas si elles ont vraiment dit ça. Ça a questionné quand même tout un pan de la société pendant... Après, ça, c'est vraiment... Pendant plus de 50 ans, quoi. C'est peut-être vraiment véridique qu'elle voyait des faits, en fait.
Oui. Si elles en découvraient tout le temps dans les livres, qu'elles étaient fans de fées et qu'elles voulaient absolument en voir. Pour le coup, leur esprit a pu projeter Complètement. des images de fées sur l'eau, des reflets dorés. Elles se sont dit, ça y est, c'est une petite fée qui vole. Ça sent le vécu, Juliette. T'as cherché les faits un moment, non? Non. Je cherche encore, ok? Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Si à cette époque, elles étaient sincèrement persuadées que les fées existent, tu vas trouver des preuves de l'existence des fées partout. Effectivement. Il pouvait ne pas y avoir de fées, mais elle était persuadée qu'il y avait vraiment des fées à ce moment-là. Bah, c'est le DEL qu'il n'y a pas de preuves comme quoi elles n'existent pas, donc elles existent. Tu peux prouver beaucoup de choses comme ça. Oui. Oui. C'est une de mes phrases favorites de Hoyfort, justement avec ses pluies de poissons. J'adore les gens comme ça, moi, ça me fascine. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Loli de nous avoir fait découvrir cette histoire. J'irai regarder ces photos parce que ça a l'air intriguant. Je connaissais pas du tout. Et j'irai voir moi, ça m'a replongé dans mon enfance. Oh, la chasse aux fées. Ah oui, comment il s'appelle ce film? Aucune idée. D'accord. Merci Loli. Bah, déjà, quand tu fais des recherches sur le web et que tu tapes l'effet de Cottingley, tu as surtout un roman français, l'histoire romancée. Je pense dont est sorti le film d'ailleurs. Ok. Alors ça s'appelle Le Mystère des Fées, une histoire vraie, qui est sorti en 97. Il n'y a pas Donc du tout parti pris. 5 ans, tu vois, 5 ans, et j'ai dû le mater sans m'arrêter jusqu'à 11-12 ans. Non-stop. Non, mais je le regardais régulièrement. Sandra, qu'est-ce que tu nous as préparé comme mystère hier soir? Je t'ai vu dans le salon préparer ta chronique au dernier moment aussi. En PLS, oui. En PLS. Les yeux en vrac. C'était moi. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de cryptozoologie. Ah, je croyais que tu allais nous parler de Bitcoin. Non. On aurait fait peut-être un peu plus d'auditeurs. On aurait pu bien se référencer vu que c'est la tendance. Non. C'est dingue. C'est quoi? Ça m'intrigue. Je vais vous parler d'une histoire, je pense que vous connaissez toutes les deux, l'histoire du Mothman. Elle a toujours des trucs, son nom. Mais oui. Le Mothman. Est-ce que quelqu'un connaît le Toujours Mothman? des créatures cheloues. Tu te demandes si c'est pas elle qui a inventé d'ailleurs. Ouais, puis elle te dit si, vous connaissez après le Crack Monster, c'était quoi le mec de la boîte aux lettres là Le Watcher. Le Watcher. C'est toujours des hommes chelous quand même. Hein. Oui. Non, le Mothman. Excusez-moi, elle a fait un AVC entre-temps. Le Mothman, ou en français, l'homme papillon, ou l'homme phalène, ou l'homme mythe. Ah, mais du coup, c'est ça, c'est vraiment des mythes. Je vais vous parler de mythes. Eh oui, il y avait un petit jeu de mots. Mythe, le mythe, ou mythe, la mythe. Ok. T'as passé la nuit à trouver ça, hein? Ouais. Bah justement, elle a allumé la lumière, elle a vu 3 mythes. Ah, mais en plus, hier soir, je t'ai dit, regarde, il y a un papillon, on dirait une mythe. C'est pour ça que t'as... Non, mais vraiment. Mais le pire, c'est que c'est même pas de moi, je l'ai vu en ligne, cette blague. Ah non. Alors, vous ne voyez pas parce que c'est de la radio, mais Sandra est en train de pleurer, de rire à sa blague. Genre, elle a les yeux qui coulent et tout, elle en peut plus. J'ai même pas commencé ma chronique. Alors, je vais vous parler de l'histoire du Mothman, ou l'homme phalène, ou l'homme papillon, qui est une créature humanoïde ailée, aperçue pour la première fois en Virginie occidentale en 1966. 1966, on est en plein dans la drogue, encore une fois. Oui. Ça, à chaque fois, tes histoires, c'est des Américains qui prennent du LSD ça sans se passe, déconner. ouais, ça se passe aux États-Unis dans ces années-là, quoi, à chaque fois. J'avoue que les médias que je suis sont beaucoup des médias anglophones, donc c'est souvent des histoires anglaises ou américaines que je Ouais, vois. ok, mais la drogue, par contre, c'est quoi tes médias? J'avoue, les médias que je suis parlent que de trucs anglais. Et je vous promets, il n'y a pas d'histoire de drogue dedans. 2 couples d'adolescents qui sont allés rejoindre leurs amis sur une ancienne fabrique de TNT abandonnée, devenue lieu cool pour les jeunes et endroit pour se pécho. Et pour se droguer. Ouais. Désolée, Sandra. Ces 4 jeunes, il y avait personne sur le lieu, mais ils ont quand même aperçu une créature étrange aux abords de l'usine. Parce qu'en fait, l'endroit était un lieu en fait, où ils fabriquaient des explosifs, mais qui était abandonné. Ils ont donc aperçu une créature étrange devant l'usine qui progressait lentement. Ils ont pensé d'abord que c'était un homme, mais la créature n'avait ni bras ni tête, mais 2 yeux rouges brillants dans la nuit. Ils étaient où ces yeux si elle avait pas de tête?
À l'endroit où étaient ses... En fait, À l'endroit où étaient ses seins. Il avait 2 boobs. non, ce qu'il voulait dire, en fait, c'est que la créature n'avait pas de tête qui se détachait, c'était un tout. Les 4 ados étaient terrifiés, ils coururent vers leur voiture et prirent la route. Mais la créature apparut dans les phares de la voiture et s'éleva dans le ciel en les poursuivant. Ses ailes avaient une immense envergure de plus de 3 mètres, mais n'avaient pas besoin de battre des ailes pour avancer et arrivaient à les poursuivre à 160 km/h. La créature aussi faisait des bruits comparables à des petits bruits de souris. Déjà, à 160 km/h dans les années 60-70, à mon avis, c'est comme dans le Kangoo, tu t'entends pas parler. Alors, comment t'entends les bruits de souris? Je comprends pas. Il y a trop d'infos qui sont impossibles. C'est ce que je me suis dit aussi, 160 km/h dans une voiture des années 60, ça devait être quelque chose. Mais donc, ils ont dit du coup que la créature les poursuivait en faisant des bruits comparables à des bruits de souris très forts, pour le coup. Et elle arrêta de les pourchasser lorsqu'il fut proche de la ville. Ils sont allés reporter l'histoire à la police, qui les a crus parce qu'apparemment c'était 4 gosses qui n'avaient jamais eu de problème ou créé de soucis. Donc c'était des gens dignes de confiance apparemment. Ils étaient gentils ces policiers, hein. Parce que toi t'y vas, on te demande comment t'étais habillée quand même. Hein. Oui. Alors oui, à mon avis, c'était les gosses du commissaire où il y avait un truc. De la façon dont il les décrit, ça sent que c'est des gosses de bonne famille qui sont au-dessus de tout souci. De tout soupçon, plutôt. Ah, ils vont quand même gober des pils dans un squat, mais ok. Donc, la police est quand même allée enquêter sur les lieux. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est des ombres bizarres, des bruits étranges, et aussi un nuage de poussière inexplicable. Je rappelle qu'on est dans une forêt, dans un lieu abandonné. Hein. Ah, j'ai pas compris que c'était dans la forêt. Bah oui, moi non plus. Je croyais que c'était dans un truc désaffecté, bah oui, genre zone industrielle. En fait, le lieu industriel date de la Deuxième Guerre mondiale et c'est au milieu d'une forêt. Donc ça fait 20 ans qu'il est abandonné. Un peu moins de 20 ans que c'est abandonné. Okay. D'accord. Donc voilà, le coup des ombres étranges et des bruits étranges. Il y a quand même une des ados qui fut suivie après l'incident à cause du choc. Et dans les jours qui suivirent, une conférence de presse fut tenue et l'histoire devint célèbre au niveau national. La créature fut alors baptisée à ce moment-là The Mothman. Et en fait, d'autres témoignages ont suivi dans l'année suivante. Dans les jours qui ont suivi d'ailleurs la première apparition, beaucoup de gens l'ont vue, dont notamment une femme, Madame Bennett, qui a signalé une rencontre avec la créature non loin de la zone d'explosifs, d'anciens explosifs. Une rencontre. Une rencontre. Elle était boire un café avec. Du coup, elle a vu la créature et elle dit « C'était comme si cette chose se relevait lentement du sol, plus grande qu'un homme, une grosse chose grise avec des yeux rougeoyants. » Bon, il s'accorde sur les yeux rouges. Sur les yeux. Après, la position des yeux n'est pas exacte, mais... Tous ces témoignages qu'il veut raconter, c'est dans le mois qui a suivi le premier témoignage officiel. Il y a 2 pompiers qui affirment avoir vu aussi près de la zone en question un oiseau géant aux yeux rouges. 5 adolescents auraient aussi vu une créature ailée derrière des rochers qui s'est envolée dès que les phares de leur voiture l'ont éclairée. Un homme aurait aussi vu la créature dans un champ au nord de la zone d'explosifs. C'était pour lui une forme humaine grise de grande taille et il dit « Soudain, il a déployé ses ailes et a décollé tout droit comme un hélicoptère. Il a commencé à faire des tours au-dessus de ma voiture et me suivait même à 120. Ça aurait pu être un oiseau, mais j'en ai jamais vu de pareil. » Et quelques jours plus tard, une ado a aussi fait le témoignage qu'elle a vu une créature grise grande avec des grands yeux ronds, rouges et très brillants. Elle déployait de grandes ailes de plus de 3 mètres et s'envola dans le ciel à la verticale. Ouais, ça fait beaucoup de gens qui auraient pris de la drogue quand même. Ouais. Après, ce qui est à noter, c'est que les premiers témoignages peuvent être plutôt crédibles, mais après tu as aussi la panique collective qui peut faire que les gens ont vu une chouette dans la nuit et puis ça y est, c'est le Mothman. Mais il y a quand même beaucoup de gens en l'espace de plusieurs semaines qui ont vu cette même créature. Il y a un ufologue connu, John Keel, qui a réuni tous ces témoignages dans un livre appelé La prophétie des ombres. Pour lui, le Mothman est une créature annonciatrice de catastrophes, parce qu'il fait le lien en fait entre l'apparition du Mothman et l'effondrement du pont Silver Bridge à Point Pleasant, qui a fait 46 morts. Parce que pour lui, en fait, les derniers témoignages ont été peu avant la catastrophe du pont. Et après, ça s'est raréfié. Et en fait, c'est à noter qu'il y a eu aussi plusieurs témoignages, et voire même une photo du Mothman le jour de l'effondrement aussi du World Trade Center. Ah non, mais ça, je veux voir la photo par contre. Moi, alors, les photos. je tiens à signaler que la photo, ça peut tout aussi bien être un pigeon. Hein. Vraiment...
Vraiment. Comment t'écris Moth? M-O-T-H, men. Après, c'est un des seuls exemples que j'ai pu, dont j'ai pu retrouver des choses écrites dessus. T'as le World Trade Center. Pareil, il dit qu'il y a eu plusieurs témoignages, mais c'est compliqué de les trouver. Et il y a cette fameuse photo, mais suivant l'angle de vue, ça peut être tout et n'importe quoi. Par contre, il existe une sculpture incroyable de cette créature. Oui, donc tu peux surveiller 24 heures sur 24 parce qu'il y a une cam en ligne. Me demandez pas, enfin bref, c'est une info. Moi, cette chronique me... Je suis très dubitative. Par rapport à quoi? Et pourquoi tu... Pardon. Non, mais je me demandais pourquoi on peut observer la sculpture voilà, par exemple. 24. Je sais pas. Par exemple. Je ne sais pas du tout. Quel est l'intérêt? Je sais pas à quoi ça sert, mais non, je peux pas vous dire. Genre, ça va Il n'y a pas bouger, une légende qui dit qu'elle pourrait se réveiller et faut la surveiller pour pas qu'elle bouge? Non, après... C'est pas une connerie comme ça? Non, après ce que j'allais le dire plus loin dans la chronique, mais en fait la ville de Point Pleasant table beaucoup sur le Mothman, car c'est devenu un attrait touristique de la ville. C'est une des choses pour lesquelles elle est plus connue. Alors en fait oui, c'est... il peut y avoir eu... je vais venir sur ce que ça peut être, cette créature. Il peut y avoir vraiment eu quelque chose que les habitants ont vu, mais après, tu as eu une panique et une hystérie collective autour de ça, dû au fait du retentissement de cette histoire. Et du coup, ça a créé une espèce de légende urbaine. Maintenant, en fait, tu entends des témoignages de gens qui ont vu le Mothman dans la nuit, mais quand tu vois les vidéos, c'est juste une forme floue dans le ciel. Ça peut être un oiseau un peu étrange avec un serpent dans le bec, tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut être, le Mothman, par contre? Je pense que son nom parle de lui-même. Hein, Qu'est-ce oui, que c'est? que C'est bon, peut-être un homme girafe ou une femme lézard. Bon, bien sûr, il y en a qui tablent sur le fait que c'est une manifestation extraterrestre. Ah, mes préférés. On en revient oui. toujours aux extraterrestres. Ça pourrait être une créature de l'espace venue chez nous en reconnaissance. Les ailes géantes, la façon de s'envoler, ça pourrait être un ovni venu en reconnaissance. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois dans les témoignages, le mec s'en va tout droit dans le ciel comme une fusée, il bat pas des ailes en fait. Et il poursuit les gens à une vitesse assez folle aussi. Mm. Enfin, si tu crois les témoignages, encore une fois. Du coup, oui, ça pourrait être une créature extraterrestre venue en reconnaissance, et même, pourquoi pas, un animal extraterrestre. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur petite soucoupe et ils vont promener le chien. Ils l'ont abandonné avant les vacances d'été. C'est ça. Sinon, ça peut être aussi un cryptide. Une créature étrange et non connue. Ça peut être, par exemple, soit un insecte géant, soit un oiseau géant qui aurait muté parce que, comme c'est une ancienne fabrique d'explosifs, il y aurait des déchets toxiques dans la zone. Donc certains émettent l'hypothèse que ça pourrait être un animal ou un insecte qui aurait C'est un muté. vrai truc ça, les cryptides? C'est un vrai truc. Genre les scientifiques, ils ont une catégorie cryptides, animaux qu'on n'aurait pas découverts et qui auraient muté? Oui. Ok, d'accord. Je connaissais pas, c'est pour ça. Ça m'intéresse. Oui, ça. Certains émettent l'hypothèse qu'il y a des animaux qui évoluent, cachés depuis des années qu'on n'aurait jamais... Comme c'est au fond de l'eau, là. Oui, comme le monstre du Loch Ness, je pensais. Oui. Ou, le Bigfoot. Il y a un chien aussi. Ah non, je pensais à des vrais trucs, genre les calamars géants et tout, au fond des abysses, plutôt. Ah, je sais Enfin, pas. des vrais trucs. Aussi. Pardon, pour Nessie, pour notre petit pote Nessie et notre petit pote Foufoute, mais... Non, mais le Loch Ness aurait pu être... Enfin, dans les hypothèses, ça aurait pu être une créature, en fait, juste qu'on ne connaissait pas. D'accord. Pas forcément comme on l'imaginait, mais tu vois... Hmm. Il y avait l'idée de calamar géant, d'ailleurs. Ok, donc du coup, un cryptide qui aurait muté dans les déchets nucléaires. Ça pourrait être ça, ou sinon ça pourrait être même c'est pas une espèce de hibou géant qui aurait été vu aussi, qui aurait été relaté dans des histoires de tribus amérindiennes, sous le nom de tête volante ou grande tête. En fait, une espèce qu'on n'aurait jamais vue. C'est des personnes amérindiennes qui les ont vues au début? Non, il y a des légendes qui racontent qu'ils auraient vu des espèces d'animaux géants. Mais par contre, les sources, on n'a pas trouvé. Donc c'est des légendes. Oui, et puis il y a une chouette avec des yeux rouges, c'est chelou. Eh bien, figurez-vous, les yeux de la chouette deviennent rouges quand on lui projette de la lumière dessus. Ah bon?
Certaines Elles font espèces. pas ça. Ah oui, voilà. Elles font pas Certaines. ça, les chouettes dans nos phares en campagne française. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Si, en fait, ça fait partie. Ouais. Bon, vous me faites avancer, mais l'hypothèse la plus crédible, ce serait que ce serait un oiseau. Parce que notamment, la chouette effraie, qui a de très grands yeux, deviennent rouges en réfléchissant à la lumière. Ah bon, je savais pas Très du tout. grands yeux. Ah ouais. Et, Ok. mais par contre, la chouette effraie, en fait, est petite par rapport au témoignage. Elle fait 30-40 cm de haut. Donc, Mais elle a les très grands yeux. Et elle vole à 200 km/h. Et elle vole à 200 km/h. Tout droit, en piqué. En fait, pour l'hypothèse de l'oiseau, le meilleur candidat, entre guillemets, est la grue du Canada, qui a une envergure de 2 mètres à 2 mètres 50. Ok. Elle peut planer et rester en l'air plusieurs heures sans avoir besoin de battre des ailes. Elle a le pelage tout gris et en fait, elle n'a pas de grands yeux rouges, mais elle a le front tout rouge. Et on l'entend même quand ils font leur migration, quand elle passe dans le ciel en formation V, ça fait un bruit qui est semblable au témoignage. Le cri de la grue serait similaire à ce qu'on aurait pu témoigner de la créature. Et aussi, c'est à signaler que la grue du Canada n'est pas une espèce locale de Point Pleasant, mais elle fait des migrations et passe au-dessus de la région. Et c'est possible en fait qu'il y ait un individu qui se soit éloigné et erré dans la zone. Par contre, la taille de l'oiseau est autour d'1 mètre. Donc c'est pareil pour une créature qui est plus haute qu'un homme, ça correspond pas. Mais sinon pour tout le reste, ça correspond bien. Ok. Et En fait, la grue du Canada, elle a les yeux. elle Non, a elle pas- a le front. elle a des petits yeux, mais elle a le front tout rouge, qui correspondrait peut-être aux fameux yeux rouges. Mais par contre, Elle a des yeux orangés quand même. Juliette, t'es en train de googler la grue du Canada. et la grue du Canada a aussi le pelage gris, qui pourrait faire penser au témoignage d'une créature grise, sans plume apparente. Enfin, ça, Oui. il y a beaucoup de choses qui rejoignent cette idée-là. Mais par contre, là c'est mon opinion personnelle, mais pour le coup, des yeux réfléchissant dans la nuit, ça correspond pas très bien à ceux de la grue du Canada, parce qu'elle a le front rouge. Je vois pas comment ça se réfléchit dans la nuit, ça va. Après, Je c'est vois peut-être pas, les ados qui ont flippé en voyant. Enfin, j'imagine dans le truc des infectés, dans la nuit, déjà en train de se faire peur, de croiser la grue, ça peut être impressionnant. Ah, puis Oui. je vois pas Tu comment vois, un dans la s'envole nuit, en tu vois piqué juste aussi, une ombre. Et après, eux, ils ont juste. Tu vois, ils l'ont peut-être éclairé, ils ont vu que c'était rouge, ils ont couru et ils se sont Oui. dit. Après, ils ont. Voilà, la peur a transformé l'histoire. Si tu me demandes mon avis, je pense sincèrement que c'est effectivement, ça arrive qu'il y a des fois des espèces d'animaux, enfin un individu qui est mal formé entre guillemets, qui n'a pas une identification propre à l'espèce en question et du coup fait peur à tout le monde. En plus dans la confusion de la nuit, tu sais pas ce que c'est tout ça, t'as l'hystérie qui monte et Oui, tu crois et puis vite c'est que- vraiment le contexte. En fait, je pense que tu t'attends tellement pas à tomber sur un animal. Hmm. Et peut-être encore moins, tu vois, un oiseau, s'il était posé au sol, peut te demander ce qu'il fout là. Effectivement. Bon, après, ce qui n'explique pas, mais encore une fois, ça veut dire que tu poses l'hypothèse que les témoignages sont vrais, c'est le fait que la créature les poursuive à très grande vitesse. Mais il faut croire aux témoignages du coup. Sinon, la dernière hypothèse, ce serait que ce serait un canular. Tiens, non. C'est possible, en fait, que ce soit l'œuvre de quelqu'un équipé d'un deltaplane. Ah oui, J'en peux plus de ces avec des histoires yeux américaines. rougeoyants du coup. Genre le mec il s'est équipé de son deltaplane pour faire peur aux gens. Et après il y a le World Trade Center qui s'est effondré. Parce qu'après on fait une statue mais il faut la filmer au cas où elle bouge. Wow. Genre c'est beaucoup d'énergie pour construire une légende urbaine quoi. Ça s'explique par le fait que dans les années 60, ou en tout cas à l'époque en 1966, le deltaplane n'est pas du tout un sport connu, mais il y a quand même des essais aéronautiques dessus. Tu as notamment des modèles d'essais du deltaplane qui font penser à... C'est des ailes métalliques, ou avec un revêtement métallique. Et tu as aussi des machines avec cabine, et plus tard, juste un mec accroché au deltaplane. Ce qui pourrait expliquer le coup de l'envolement à la verticale, le fait qu'il planait sans battre des ailes, et qu'il les poursuive à grande vitesse. Donc c'est possible qu'un mec ait fait des essais et se soit pris... Alors le mec, il fait des essais en pleine nuit, et poursuit et les il gens. est capable, directement du sol, Ouais. de décoller. Ouais. Oui. Tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux. Un petit peu. Mais voilà, c'est une hypothèse comme une autre.
Voilà. Avec aussi un éclairage de grands yeux rouges. Alors oui, c'est ça. Mais par contre, du coup, si tu te mets dans le contexte de l'époque où les gens ne connaissaient pas le deltaplane et voient un mec accroché à des ailes... Attends, ils connaissaient pas le deltaplane dans les années 60 ? C'était pas développé. Ça s'est développé dans les années 70. Ok. Par contre, Léonard de Vinci et tout ça, ils ont jamais entendu parler les essais, Tu les parles machines à d'une voler, petite ville d'Amérique, pas très grande. Allez, bim, ça bouge direct. Alors oui, dans cette petite ville, les flics étaient sympas, mais les gens ne connaissaient pas. Bon, ok. Ils sont super bizarres, c'est ça. Ça fait partie d'une hypothèse comme une autre. Et effectivement, faut que tu te mettes dans... Enfin, j'imagine en pleine nuit, tu vois quelqu'un. Mais même pourquoi un mec volerait en pleine nuit, ça je sais pas. Mais j'adore le regard de Loli. Mais moi, je trouve que tout ceci n'a aucun sens, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, on n'y croit même pas dès le début. Bon, après, c'est parce que je vous raconte ça d'un point de vue où je n'y crois pas. Je vous raconte ça déjà avec un point de vue orienté sur la chose. Ouais. C'est peut-être ça, ouais, je sais pas. Dans tous les éléments que tu nous as listés, il y a... Et pourtant, j'aime croire aux choses, mais il n'y a pas un seul élément qui, l'espace d'une seconde, me dit « The Mothman is real ». Ouais. Moi, ce qui me fait par contre penser qu'il y a vraiment eu quelque chose, c'est l'abondance de témoignages en une courte période de temps. Ouais, mais c'est justement ça qui, moi, me fait penser qu'il y avait rien. Parce qu'en fait, l'hystérie, quand tu parlais d'hystérie collective, en fait, c'est souvent ce qui se passe. C'est des témoignages qui se produisent. Justement, il y a plein de témoignages pendant une courte période, et puis après, on n'en entend plus parler. Parce qu'en fait, sur l'annonce de il y a une créature bizarre dans la nuit, et ben en fait tout le monde après dès qu'il va sortir il va s'attendre à voir la créature. C'est possible, effectivement. Il y aurait eu des témoignages, il y en aurait encore aujourd'hui, ou il y en aurait eu sur 20-30 ans dans la région, tu vois, on aurait pu croire à une créature un peu étrange qui se baladait, un animal qu'on n'a pas encore identifié. Ouais, mais là c'est pas le cas, après c'est disparu comme c'est apparu. C'est vrai que la notion de cryptide, t'as dit, ça s'appelait ? Oui. Ça c'est mon point de vue, hein, mais ça, je trouve ça très intéressant. Justement, c'est quelque chose que j'ai rédigué un peu. Mais oui, il n'y a pas de témoignage aujourd'hui de ce Mothman ? Il y a eu notamment une histoire à Chicago. En 2017, 55 personnes auraient dit avoir vu une créature humanoïde voler dans le ciel. Ils disent tous, en fait, dans les témoignages, tu regroupes, tu as les termes de grand hibou, un grand être noir aux yeux rouges, sur l'espace de l'année 2017. Il n'y a pas eu un film Si. Qui est sorti au même moment. Non, en 2002. Il y a eu effectivement un film basé sur le livre de John Keel, Les Prophéties des Ombres, avec en tête d'affiche Richard Gere, en 2002. D'accord. Ah ouais. Qui reprend en fait l'idée que le Mothman est une créature annonciatrice de catastrophe. Tu sais qu'au début, quand tu as dit Mothman, j'ai pensé à meuf comme muffin en fait. Et du coup, je comprends maintenant que tu dis moth. Et je croyais que tu disais meuf. Le Mothman, The Muffin Man. Mais oui, c'est pour ça que c'était un peu bizarre. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose ? Est-ce que c'est le produit d'une hallucination connective ? On parle aussi des années 66 où les gens étaient très prompts à croire aux histoires d'extraterrestres. C'était une époque fertile pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On ne sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant à Point Pleasant, c'est devenu un des attraits principal de la ville. Tu as toute une partie du tourisme basée là-dessus. Tu peux trouver des pizzas Mothman, des petits cookies Mothman. Des pizzas Mothman. C'est-à-dire que tu as une jolie forme de Mothman sur la pizza avec des petites olives qui font les yeux. C'est n'importe quoi. Et tout l'assortiment qui crée les ailes du Mothman. Voilà, les gros yeux globuleux, voilà, tu peux les manger. Ouais, t'as été sponsorisé par la ville, avoue. Ouais, en fait, c'est ça, ils ont relancé l'économie de la ville. Il y a un festival aussi depuis 2002 annuel qui s'appelle le Festival du Mothman, qui attire quand même plus de 10 000 personnes chaque année. Hein. Et du coup, effectivement, tu peux suivre 24 heures sur 24 la statue du Mothman grâce à une caméra en ligne. Il y a aussi un musée du Mothman et un centre de recherche sur les cryptides à Point Pleasant. Quand même. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Voilà. Le reste ne l'était pas. Moyen. Si, j'ai découvert les grues canadiennes, voilà, qui sont hyper chouettes.
Non, mais je veux dire, ouais, tout ce qui en est sorti dans cette ville, genre le festoche, les pizzas et tout, tu vois, à la limite, c'est pas super intéressant. Par contre, le centre de recherche, oui. Oui, puis si tu interroges les habitants de la ville, tout le monde a vu le Mothman à un moment ou à un autre, mais il y a un culte créé autour de ça. Est-ce qu'ils cultivent cette histoire pour attirer du monde? C'est tout à fait possible, parce que ça attire quand même pas mal de gens. C'est marrant, cette capacité culturelle aux États-Unis de créer une légende à partir d'un élément très récent. Bah, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas... Parce que c'est un pays jeune, entre guillemets. Ok, bah merci beaucoup Sandra pour ton histoire de motte. Ouais, merci. De rien, j'ai beaucoup aimé le regard dubitatif de Loli du début à la fin. Ouais, bon, voilà. Après, ça m'intéressait quand même, hein, mais oui, je reste dubitative. Vous nous direz, chers auditeurs, ce que vous pensez de la mythe folle. Il faut prendre aussi... Alors, par contre, maintenant, le Mothman est vraiment passé dans le domaine de la légende urbaine. Tu le retrouves dans des films, dans des séries, dans des jeux vidéo. C'est vraiment devenu comme le Bigfoot, en fait, une créature connue. Ok. Eh ben, merci beaucoup les filles. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour 3 nouveaux mystères. D'ici là, je vous dis à bientôt. Bye. Au revoir. Salut.